Bonjour et bienvenue dans Long Live, le podcast de la longévité. Parce que tout le monde veut vivre longtemps, mais que personne ne veut vieillir, eh bien on a décidé justement de vous donner les clés d'une longue vie en pleine forme. Dans cet épisode, je vous propose d'écouter un des plus grands experts de l'alimentation, le professeur Boris Ancel. Il est endocrino-nutritionniste, il exerce avec une équipe spécialiste de l'obésité à l'hôpital Bichat à Paris. Il est très engagé pour faire bouger les choses dans votre quotidien, mais aussi à l'hôpital où il travaille. Vous pouvez l'écouter régulièrement sur sa chaîne YouTube PUMS pour une meilleure santé. Et vous pouvez le lire notamment avec son tout récent « Manger l'esprit léger » aux éditions Michel Lafon. Alors c'est une très longue conversation et passionnante qu'on a eue, qui va vous donner plein de tips pour simplifier votre rapport à l'alimentation. On a enregistré dans les locaux de Wojo Saint-Lazare, un espace de coworking idéal en plein centre de Paris. Bonne écoute! Bonjour Boris, ça va? Bonjour Lucie. Ok, donc on s'est donné un peu nos âges, donc comme ça on met tout le monde à l'aise. Moi j'ai 43 et donc toi tu as 50 ans. Ah, exactement. Voilà, mais tu les fais pas. Ah ben merci, c'est très gentil. Alors donc tu publies un livre très récemment qui s'appelle « Manger l'esprit léger ». Et bon, moi quand je l'ai lu, je me suis dit encore un énième livre de nutrition. Donc tu es professeur de nutrition endocrinologue et nutritionniste, les deux à la fois, donc à l'hôpital Bichat. Et c'est vrai qu'on entend quand même tellement tout et n'importe quoi sur l'alimentation, encore plus en ce moment, je trouve. Finalement, on avait l'impression qu'il y a 20 ans déjà, on entendait tout et son contraire. Je trouve que maintenant, encore plus. Est-ce que tu as écrit ce livre plutôt pour un peu remettre l'église au cœur du village ou vraiment plutôt pour exprimer tes idées? C'était quoi le but en fait avec ce livre? Je voulais répondre à un problème qui est croissant, en tout cas dont je me rends compte avec mes patients, avec mon entourage, c'est le problème de la charge mentale nutritionnelle. De plus en plus, je vois des gens qui sont stressés, qui ont une charge mentale avec l'alimentation. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Et donc, on a deux extrêmes. On a d'un côté des gens qui sont toute la journée en train de picorer les informations et mettre en place des méthodes plus ou moins farfelues avec tel aliment, tel mouvement, telle manière de vivre pour essayer de corriger des problèmes de santé. Et de l'autre côté, des gens qui se disent on n'en peut plus, on dit tout et son contraire, les nutritionnistes ne savent pas et donc on fait ce qu'on veut. Mais c'est vrai quand même qu'il y a une espèce de triple, quadruple discours. Tous les experts, certains vont dire ils sont super médecins, super diplômés et vont nous mettre sur une méthode les protéines. Après d'autres vont dire non, c'est le régime crétois ou méditerranéen. Et d'autres non, surtout pas, attention au sucre. En fait, c'est vrai que même les discours d'experts se multiplient. En fait, on ne sait vraiment pas du tout quoi faire. Absolument. Je pense qu'il y a deux choses. Bon, d'une part, il y a beaucoup de gens qui se disent experts et qui ne le sont pas. Donc ceux-là, malheureusement, la difficulté, c'est qu'on ne sait pas qui nous parle. Et le public n'est pas armé et on ne peut pas lui en vouloir pour savoir qui a une parole véridique et qui a une parole qui est là pour diffuser des croyances ou des idées personnelles. Ou développer un business sous-jacent. Donc ça, voilà aussi. Donc ça, évidemment, ça pose un problème. Mais c'est vrai que même au niveau des experts, il y a un problème. Et je pense que ce problème, il est dû au fait que on n'a pas appris, nous les professionnels, à communiquer en tenant compte de la manière dont nos informations vont être reçues par le public. Autrement dit, on a des données scientifiques qui arrivent. Tous les jours, on a des études scientifiques en nutrition, en santé en général, qui nous donnent une information ou qui nous donnent une hypothèse. Et beaucoup d'experts vont prendre le résultat et le communiquer immédiatement comme une recommandation pratique. Et ensuite, on a la troisième étape, c'est la reprise par la presse, par des non-experts, qui vont déformer souvent, en fait, finalement, et de manière inconsciente. Moi, je ne dis pas qu'elles le font. Oui, ce n'est pas forcément mal intentionné à la base. Et donc, il y a une grande différence entre ce que dit une étude scientifique et ce qu'on peut en faire en pratique pour la population. Et on sait bien qu'en médecine, et en nutrition notamment, ce n'est pas une étude qui donne une vérité, c'est un ensemble d'études. C'est l'histoire des études scientifiques qui nous permet à un moment donné de dire
voilà ce qu'on recommande. Et donc c'est ça, ce piège, c'est de prendre pour argent comptant une étude. Et alors, la dernière étude a montré que si vous mangez 2 carreaux de chocolat, vous allez avoir moins d'hypertension artérielle, vous allez vivre plus longtemps. En réalité, les études ne disent jamais ça. Voilà. Donc, c'est ça qui est compliqué pour les experts parce qu'on a envie, des fois, de communiquer un peu au-delà de ce que dit l'étude. Et puis pour le public qui n'est pas armé pour faire la différence entre les différentes sortes d'études et qui n'est pas armé pour savoir si ces résultats d'études doivent changer leur pratique au quotidien. Ok, et donc en fait, le problème c'est quoi? C'est PubMed, c'est l'accès finalement à toutes les études possibles et imaginables qui se contredisent, qui s'interagissent les unes entre elles, et en fait on n'arrive pas à faire le résumé quoi, de tout ça. C'est la méthode, hein. C'est que pour donner une recommandation, pour dire par exemple, il est bon pour la santé, pour la longévité, de boire tant de café, ou de manger tant de chocolat, ou de manger tel type d'aliment, eh bien il faut faire une analyse rigoureuse de l'ensemble des données scientifiques et surtout pas se baser sur la dernière étude. L'exemple qu'on peut donner, si on peut donner un exemple, c'est les œufs. Bon, on a entendu pendant longtemps les médias nous dire l'œuf c'est très mauvais pour la santé parce que ça contient du cholestérol et que ça va provoquer des maladies cardiovasculaires et diminuer votre espérance de vie. Ensuite, on a vu toute une littérature qui nous a dit l'œuf c'est excellent, c'est plein de protéines, c'est plein de minéraux, c'est plein de vitamines. Et on nous a dit également le cholestérol que l'on mange finalement n'a pas d'impact sur la santé. Et puis il y a le bon cholestérol, le mauvais cholestérol. Et en fait, voilà, derrière tout ça, il y a premièrement quelques lobbies quand même qu'il ne faut pas oublier. Bon. Deuxièmement, il y a une mauvaise compréhension des sujets. Le cholestérol, c'est un sujet qui est compliqué. Et troisièmement, chacun qui vient interpréter les études à sa manière. Si aujourd'hui on fait la synthèse totale de l'œuf, moi c'est ça que j'ai voulu faire dans des vidéos, dans certains médias, eh bien ça n'a pas tant changé que ça en réalité. Ce qui a changé, c'est la manière dont on en a parlé. On sait aujourd'hui que l'œuf est riche en cholestérol, ça c'est une donnée. On sait aujourd'hui que quand on mange beaucoup de cholestérol, ça va augmenter en moyenne dans une population le cholestérol dans le sang. On sait aujourd'hui que ça dépend des gens. Il y a des gens chez lesquels ça ne va pas monter. On a l'exemple bien connu d'un homme de 80 ans qui mangeait plus de 20 œufs par jour pendant des années et qui avait un niveau de cholestérol dans le sang normal. Il y a toujours les exemples les plus extrêmes. Mais c'est intéressant de voir que, alors, il est décédé avec une maladie neurodégénérative. On pense que c'est pas lié aux œufs. Bon. Mais on a aussi des cas de personnes qui, en mangeant 3-4 œufs par semaine, vont voir leur cholestérol augmenter. Donc en moyenne, c'est vrai que ça monte un peu, mais que certains ne vont pas monter leur cholestérol dans le sang, d'autres vont le monter. Qu'en gros, il faut suivre, quoi. Exactement. Et quatrième élément, on sait qu'une augmentation du cholestérol dans le sang, dans une population, ça augmente le risque cardiovasculaire. Il faut arrêter de dire que ça, c'est faux. Je sais qu'on a beaucoup entendu dire que c'était un mensonge, etc. Alors, moi, je précise, j'ai zéro lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, donc ce n'est pas mon sujet. Mais la réalité scientifique, c'est qu'une augmentation du cholestérol dans le sang augmente le risque cardiovasculaire. Et la cinquième donnée, ça fait beaucoup de données, mais finalement, ça montre que ce n'est pas si simple. Voilà, que l'œuf, oui, est une bonne source de protéines et de certaines vitamines, notamment des vitamines, vous savez, qui donnent cette couleur jaune et qui est intéressante pour l'organisme. Une fois qu'on a dit tout cela, la question c'est de savoir, d'un côté, il y a des éléments qui peuvent augmenter les risques, pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes. De l'autre côté, c'est intéressant d'avoir des sources de protéines, parce que finalement, on sait que on mange de la viande, mais pas trop, on mange du poisson, mais pas trop, on mange des produits laitiers, mais pas trop. Il faut bien des sources de protéines. Donc les œufs sont une bonne source de protéines. Donc qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Dernier élément, on regarde dans les populations, est-ce que les gens qui mangent plus d'œufs font plus de maladies que les autres ou pas? Est-ce qu'ils vivent plus longtemps ou est-ce qu'ils vivent moins longtemps? On a des données contradictoires, mais globalement, si on fait une synthèse, on a de bonnes raisons de penser que quand on augmente la consommation d'œufs, c'est associé au risque de décéder prématurément. Ça a été quantifié. Quand on augmente d'un œuf par jour, par exemple si on passe de 1 à 2 œufs par jour, on va augmenter de 6% le risque de décéder prématurément au niveau de la population. Donc quand on prend toutes ces données, et tu vois bien que je prends toutes les données, il est raisonnable
de consommer des œufs. Moi, je dis, alors combien, c'est difficile de dire, je dis 5, 6 œufs par jour, pardon, Par semaine. Par semaine. Voilà. 5-6 par semaine. Ça me semble assez raisonnable de se dire qu'il y a 5 à 6 œufs par semaine. En tout, si on compte crêpes, quiches, Exactement, omelettes. c'est assez raisonnable. De dire qu'au-delà, moi, je n'irai pas, y compris chez les sportifs, recommander de consommer des œufs, parce que l'ensemble des données scientifiques, moi, me met clairement le doute sur les risques à long terme. Et chez les personnes, il y a un cas particulier qui ont un diabète. Là, on a des éléments pour penser qu'il y a un risque plus élevé. Et donc, tendance à réduire 3, 4 œufs par semaine. Voilà. Après, c'est sûr que sur le plan individuel, il y a des gens qui vont manger 2 œufs par jour et peut-être que ça leur fera pas de mal. Et des gens qui vont manger un œuf par jour et pour lesquels ça peut provoquer des problèmes à long terme. On ne verra pas à court terme. Voilà. Donc, tu vois, cette réflexion autour des œufs, elle est compliquée. Ouais. Et aller raconter, il y a du bon cholestérol, ce qui veut d'ailleurs rien dire, il n'y a pas de bon cholestérol dans l'œuf. La notion de bon cholestérol n'a rien à voir avec le cholestérol lui-même. Dire que l'œuf est extraordinaire, c'est complètement abusif. Dire que l'œuf tue, c'est abusif. Tout est dans la nuance et en nutrition, c'est très important de rapporter la nuance. C'est peut-être finalement ça le souci, c'est que entre le glucose, les protéines, le régime crétois, enfin finalement c'est devenu presque terrifiant de manger, on ne sait plus. Et pourtant, on n'a jamais été aussi informés, on n'a jamais eu autant de diététiciens, de nutritionnistes, cette possibilité même de consulter en visio. Et derrière, les gens grossissent. Enfin, je veux dire, l'obésité, le surpoids n'arrive pas à être endigué. En tout cas, en Europe, aux États-Unis, on en reparlera juste après avec des médicaments. Maintenant, ça commence à descendre, mais on n'arrive pas à s'en sortir, notamment chez les jeunes. Donc, pourquoi est-ce qu'en fait, on ne s'en sort pas ? Est-ce que finalement, on a complètement détraqué son alimentation mentalement ? Je pense qu'effectivement, cette idée de dire on a détraqué mentalement, c'est une bonne idée, puisque ça rejoint cette idée que j'avais au départ, de dire, que j'ai mentionné, c'est cette charge mentale nutritionnelle. Hein. À force d'avoir une surcharge d'informations sans aucune hiérarchie, on est saturé d'informations finalement. Et cette saturation d'informations fait que finalement on ne sait plus quoi faire, on a cette charge mentale, et effectivement, finalement, globalement, ceux qui vont améliorer leur alimentation, qui vont aller vers une alimentation plus saine, c'est les gens qui ont accès à une meilleure information. Et souvent, malheureusement, on retombe toujours sur cette idée, c'est les gens qui ont plus accès à l'éducation, c'est les gens qui ont plus accès à l'information, et c'est les gens qui sont d'un niveau socio-professionnel plus élevé. Et inversement, les gens qui n'ont pas accès, forcément, vont être face à cette multitude d'informations, souvent complètement contradictoires, complètement fausses, basées sur des croyances et ne vont pas améliorer leur alimentation. Mais c'est quoi l'information fausse ? C'est le marketing ? C'est croire ce qu'il y a écrit sur les étiquettes ? Parce que quand on va au KFC, je parle de KFC parce que contre moi-même, j'ai été forcée d'y aller parce que mes enfants, après un cross, mon mari leur avait promis d'aller au KFC si vous faites ce cross qui était horrible sous la pluie et tout, donc bref. Et donc ils sont allés au KFC et on le sait que c'est pas top. Donc je veux dire, c'est quoi la mauvaise information ? Mais le sujet, c'est alors la première chose, c'est que on a de l'information qui perturbe nos neurones, si je puis dire, avec ta charge mentale, mais on sait aussi que c'est pas l'information qui est le principal facteur pour changer nos comportements. Je veux dire, c'est complètement abusif de se dire qu'il faut être nutritionniste ou un scientifique de la médecine pour avoir de bons comportements. C'est pas parce qu'on le sait qu'on le fait. Absolument, mais ça, c'est un changement de comportement n'est pas basé sur l'information. On peut savoir presque rien et changer ses comportements inversement. Moi, parfois, je vois bien chez mes patients qui me disent j'ai besoin de savoir, ça je le sais, je voudrais savoir plutôt ça, etc., qui demandent de l'information. Et des fois, j'ai même l'impression que c'est une manière de justifier qu'on ne change pas de comportement. C'est-à-dire, j'en sais pas assez, et c'est pour ça que je ne change pas de comportement. Et inversement, des gens qui connaissent les bases, parce que finalement, ce qui est essentiel, ce qui est vrai en nutrition, c'est assez simple. Ce qui est reconnu et vrai, c'est assez simple. Il n'y a pas besoin d'une grande connaissance pour savoir comment bien manger. Et donc, c'est une erreur de se dire qu'il faut en savoir plus pour changer mieux.
Donc c'est quoi en fait le problème de l'obésité? C'est qu'on a trop faim? C'est qu'on a toujours faim? Ou est-ce que on peut vraiment grossir même si on mange rien? Ce qui est parfois des discours que j'entends, moi, par exemple, aussi dans mon application, par les membres de mon club. Alors, il y a une perception, effectivement, de la population ou des gens qui sont en situation d'obésité qui est la leur et qu'il faut respecter, parce qu'on a tous nos trajectoires de vie, tous notre histoire, tous nos connaissances, nos croyances, et donc de là sort une perception. Certains vont dire, bah voilà, je comprends pas, moi c'est hormonal, je comprends pas, moi je mange pas beaucoup et je grossis. D'autres vont dire, moi c'est parce que je suis stressé, c'est psychologique, c'est la ménopause, c'est un médicament. Chacun a sa perception. Tout est vrai. Maintenant, moi quand on me demande... Tout est vrai. Tout est vrai, je vais expliquer, si tu le veux bien, pourquoi. Ouais. Quand on me demande pourquoi je prends du poids, moi j'ai dit, il y a à peu près 250 causes. C'est-à-dire qu'on peut énumérer celles que j'ai mentionnées là, psychologiques, médicaments, le stress, etc. Maintenant, en réalité, on peut regrouper tout ça, pour moi, en 4 grandes catégories de causes. La première chose, et peut-être on va y revenir après, c'est un trouble de la perception de ce qu'on mange. La deuxième chose, c'est les troubles des conduites alimentaires. C'est-à-dire que on fait attention à ce qu'on mange, mais on ne se rend pas compte, ou des fois on se rend compte, mais des fois on ne se rend pas compte, qu'on a une alimentation émotionnelle, une alimentation qui est plutôt fondée sur un besoin de répondre à un ennui, une fatigue, un stress, un réconfort, et ça peut aller jusqu'à des troubles des conduites alimentaires qui, dans la majorité des cas, ne sont pas dépistés. Ça, c'est très important. Le troisième facteur, c'est, je dirais, la difficulté qu'on a aujourd'hui à mettre en place des routines nécessaires, et en particulier vis-à-vis de l'activité physique et vis-à-vis du sommeil. Et là, il y a beaucoup de mauvaises informations en disant qu'il suffit de monter les escaliers pour perdre du poids, qu'il suffit de promener son chien. Alors, c'est très bien de bouger, mais malgré tout ça, notre mode de vie, il nous pousse à prendre du poids. Et donc... oui, la sédentarité est tellement présente. Tellement importante que lutter contre cette sédentarité, ça c'est un vrai enjeu. Et mettre en place des activités physiques structurées, on a beaucoup de mal à le faire et souvent on pense qu'on fait plus que ce qu'on fait. Ok, intéressant. C'est l'inverse que de l'alimentation. Et le quatrième facteur, c'est l'appétit. Effectivement, notre appétit, pour beaucoup d'entre nous, est un peu trop élevé par rapport à ce qu'il faudrait pour répondre juste à nos besoins. Donc, voilà les 4 grands chapitres. Ok, donc en gros, l'émotion, un peu de déni, on a trop faim et on est sédentaire. Et on a du mal à mettre en place des routines. Et après, c'est vrai que tous les autres facteurs, on a mentionné, par exemple, il y a certains médicaments qui vont augmenter l'appétit. Il y a les troubles du sommeil qui vont augmenter l'appétit et les pulsions alimentaires. Les aspects psychologiques qui vont entraîner certains troubles de la perception de ce qu'on mange, qui vont entraîner le fait qu'on va moins bouger et qui vont entraîner une envie de manger déconnectée de nos sensations. Donc finalement, on peut tout regrouper dedans. Et généralement, il n'y a pas un facteur qui explique la prise de poids. C'est pas parce qu'on est ménopausé, c'est pas parce qu'on a arrêté le sport. C'est un ensemble de facteurs qui fait, chez certaines personnes, qui ont une susceptibilité génétique, qui entraîne la prise de poids. Et donc, vous parlez souvent de votre livre, et moi, j'ai trouvé que c'était un moment un peu dur. En fait, c'est vrai que là, récemment, dans mes dernières lectures, peut-être ces 5 dernières années, on est plus vraiment dans l'alimentation un peu bienveillante, positive, le respect des sensibilités de chacun, l'arrêt des injonctions, beaucoup de psychologie aussi dans l'apport alimentaire. Et là, dans votre livre, vous jetez un peu le pavé dans la mare, ou pas? Tu parles du déni. Alors, le déni de ce qu'on mange, le déni des calories ingérées, et ça m'a troublée. Alors, peut-être que de la part d'un super expert ultra qualifié, c'est possible d'être dit, mais c'est pas facile à lire, même en tant que professionnel. Je dis, ça c'est probablement la chose la plus compliquée à accepter, et aussi la plus compliquée à dire. Parce que c'est sûr que dire à des gens qui souffrent d'obésité, ou de prise de poids non comprise, de leur dire il y a un trouble de la perception alimentaire, c'est compliqué. Alors, je vais éviter de donner d'emblée le mot déni, qui est un peu violent, mais on a montré, on a montré plusieurs choses.
la première, qui est une chose obligatoire, c'est que on ne peut pas prendre de poids sans apporter des calories. Pourquoi? J'explique parce que je sais que certains disent non, mais... Oui, c'est vrai que la calorie, c'est devenu un peu l'ennemi public numéro 1. Oui, mais j'explique pourquoi. C'est bon, hein. Moi je suis OK. La prise de poids, c'est du gras. C'est pas de l'eau, c'est pas du muscle, c'est pas de l'os, c'est du gras qu'on accumule. D'ailleurs, c'est la définition de l'obésité, un excès de masse grasse qui peut nuire à la santé. Le gras, donc qui s'accumule, la graisse, c'est quoi? C'est de l'énergie stockée. C'est de l'énergie qu'on stocke. Or, jusqu'à présent, on n'a jamais réussi à fabriquer de l'énergie. On ne peut pas fabriquer l'énergie. On peut transformer l'énergie. Énergie solaire en énergie mécanique, les éoliennes, énergie électrique. Maintenant, pour stocker de l'énergie, il faut donc en apporter. Et le corps n'a pas d'autre moyen d'apporter de l'énergie que l'alimentation. On ne peut pas emmagasiner de l'énergie cinétique. On ne peut pas emmagasiner de l'énergie solaire. On ne peut pas emmagasiner de l'énergie hydraulique. Voilà. Donc, la seule manière de déséquilibrer la balance énergétique, c'est d'apporter de l'énergie et de ne pas en dépenser suffisamment. Alors, vous pourrez me dire, il y a des gens qui métabolisent beaucoup, des gens qui métabolisent moins. C'est vrai, ça joue. Je n'ai pas dit que ça ne joue pas. Mais ça ne suffit pas pour prendre énormément de poids. OK. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire que c'est un problème de manque de volonté, qu'on n'arrive pas à se restreindre. Ce n'est pas le sujet. La réalité, c'est qu'il y a trop de calories. Maintenant, la question, c'est pourquoi il y a trop de calories qui entrent, alors que des fois, on se dit, mais non, je mange normalement. Et là, ce qui est intéressant, on a pas mal de travaux scientifiques qui ont montré qu'on a toutes et tous, une sous-estimation des apports caloriques. Tout le monde sous-estime les calories. En moyenne, oui. Ce qui a été montré, c'est que ça a augmenté, je pourrais dire pourquoi, on pense que c'est le cas au cours des dernières décennies. On a montré que les personnes en situation d'obésité ont une sous-estimation qui est plus importante, et on a montré que les gens qui cherchent à maigrir ont une sous-estimation encore plus importante. Autrement dit, c'est tout à fait normal. Tout le monde quand on imagine manger 2000 calories, en fait on est à 3000. Ouais, même souvent, moi mes patients c'est 800 calories quand on fait quand ils notent tout sur un papier. Je pense être à 800 calories par jour. J'ai énormément de patients qui sont sur le papier entre 800 et 1300, 1400 calories par jour et qui ont un poids, des fois, 110, 120, 130, 150 kilos. Bon. C'est pour ça, ça ne peut pas être expliqué par le fait qu'on ait un petit brûleur de graisse par rapport à quelqu'un qui serait un petit métabolisme. Voilà, un petit métabolisme. Ça ne peut pas. Et évidemment, quand je dis ça, je veux le dire avec tact, parce que ça ne veut pas dire qu'on ment. Ça ne veut pas dire qu'on veut tricher. Ça fait partie du problème. Il y a d'autres situations où on a comme ça des difficultés à percevoir ce qu'on est. On a certaines personnes ont une altération de la perception de leur corre. Ou même de ses capacités, même de réussir à faire quelque chose. Exactement, on a tous des altérations de ce qu'on est. Et donc, il ne faut pas le voir comme une tricherie, il faut le voir comme un problème sur lequel on peut travailler, mais qu'il faut commencer par accepter. Donc, si on se dit, mon problème, c'est pas que je mange trop, c'est que je mange pas assez, il faut arrêter. Ça, c'est un délire total. Quand on entend des gens dire, votre problème, c'est que vous mangez pas assez. Alors, ce qui est vrai, c'est que parfois, on mange des aliments petits et très caloriques. Ça, c'est vrai. Et donc, il faudrait manger plus et moins calorique. Ça, c'est vrai. Mais en termes de calories, il ne faut pas se tromper. En termes de calories, on ne peut pas grossir si on a très peu de calories. Une fois qu'on a... Encore une fois, je répète, c'est vraiment comme si vous aviez des lunettes de soleil teintées jaune et vous voyez le monde, vous le voyez jaune.
et vous voyez réellement jaune. D'accord ? Donc il faut quoi ? Il faut rééduquer sur la calorie finalement. Il faut refaire une pas sur la éducation calorie. calorique. Moi, je ne dis pas sur la calorie. Je ne veux pas que les gens comptent les calories. Ça sert à On rien. pèse pas ses aliments. C'est une tout charge- ça a non, été une c'est une mode charge- aussi dans les années Je suis 80-90. complètement opposé à ça. Ok, moi Voilà. aussi. Je Complètement l'ai vécu opposé à toute ça. mon enfance, c'était horrible. Voilà, je suis opposé à ça. Après, on peut nuancer. Il y a certaines personnes à qui ça rend service. Au début, peut-être pour mettre un cadre. Il y a des gens qui font ça toute la vie. Ok. Et moi, encore une fois, moi, je suis très ouvert. Quelqu'un qui me dit, moi, je compte les calories. Quelqu'un qui me dit, je fais un régime cétogène. Quelqu'un qui me dit, je fais un régime hyperprotéiné. Quelqu'un qui me dit, je fais la glucose révolution. Et que ça lui convient. Et qui fait ça toute la vie. J'ai aucune raison, s'il est bien avec ça, de lui dire qu'il faut faire autrement. Ok. Voilà. Donc, encore une fois, je suis ouvert à tous les régimes, toutes les méthodes, à condition que ça corresponde à la personne et qu'elle peut le suivre toute la vie. Si en revanche, on cherche une nouvelle méthode pour maigrir pendant quelques semaines, quelques mois, en se disant je vais faire ça, je vais être motivé, et après je ferai attention, je vais stabiliser, je vais réintroduire des choses, là c'est la catastrophe. Donc le comptage des calories, dans la majorité des cas, on le fait pendant un temps, et là ça augmente la charge mentale. Donc non, pour retrouver une alimentation qui correspond un peu plus se rendre un peu plus compte, Oui. c'est beaucoup plus comportemental. Donc ça va être plus attentif, se donner quelques règles, par exemple, essayer de ne pas manger devant la télé, devant les ordinateurs, pas debout. Donc après, il faut se les approprier, parce que si c'est un calvaire et que en faisant ça, vous êtes mal, encore une fois, hein, il faut s'approprier les conseils qu'on donne. Maintenant, l'idée, c'est d'être davantage conscient de ce qu'on fait. De temps en temps, de manger seul. J'ai pas dit qu'il fallait enlever les repas en société, qui sont des moments d'échange, de partage avec les amis, avec la famille. Mais de temps en temps, manger seul pour se rendre compte de ce qui se passe, ça permet de retrouver ces sensations alimentaires. Propre à soi. Et de se rendre compte que finalement, on a besoin de moins manger que ce qu'on pense. Ah, mais ça, et c'est un je fais gros une aparté, travail. Mais c'est vrai que moi qui suis mère de famille, souvent je mange parce que je suis avec mes enfants ou mon mari et que c'est le moment. Mais en réalité, j'ai pas vraiment faim. Par exemple, les petits déjeuners, en fait, moi, j'ai jamais faim le matin, mais comme je prépare le petit déj des enfants, c'est un moment sympa. Et aussi, quand ils étaient plus petits, je remarquais que si moi je mangeais, eux mangeaient. Donc voilà, c'est un peu devenu un moment où presque je me force, puis finalement, comme je les vois manger, je pique un truc, puis ça m'ouvre l'appétit. Mais c'est vrai que parfois, en fait, si j'étais toute seule, je mangerais beaucoup moins, notamment par exemple le soir. Moi, c'est pour ça que je pense que... On mange pour qui, en fait ? On mange pour les autres ? Et c'est pour ça que je pense que ce qui est important, c'est pas de dire aux gens arrêtez ce que vous faites, si tout va bien pour vous. Si tout va bien pour vous, que vous régulez comme ça. Parce que bon, finalement, on peut réguler comme ça. Quelqu'un peut manger. Il y a des gens qui mangent pas au moment où ils ont faim, qui mangent avec les autres, mais ils vont moins manger plus tard, et finalement, ils régulent. Ne changez rien. Ne changez rien. Ce que je suis en train de dire, c'est simplement que si on ne comprend pas pourquoi on prend du poids, alors on s'interroge justement sur quand est-ce qu'on mange. Est-ce qu'on mange en fonction des sensations alimentaires ou au-delà. Et au moins, on a une explication à notre situation. Parce que les gens viennent me voir en disant « je ne comprends pas, je ne mange pas et je grossis, donc il doit y avoir un problème hormonal, un problème biologique, ça doit être le psychologique, etc. » Et donc, je leur réponds on va d'abord essayer de comprendre où, quand et combien les aliments entrent. Et là, en fait, c'est quoi si on ne se rend pas compte d'un ou deux petits biscuits Exactement. D'ailleurs, dans votre livre, il y a un exemple qui est terrifiant. Oui. C'est si deux personnes à poids et alimentation égale font un petit concours. Il y en a un qui mange un demi-yaourt à 0% en plus que l'autre par jour. Un demi-yaourt 0%. Et bien, au bout d'un an, il aura pris 1 kilo par rapport à l'autre personne. C'est terrifiant. Alors, je précise bien, c'est pas pour créer du stress. C'est pour donner une explication que je fais ça. C'est pas pour dire, ah là là, ne mangez pas un demi-yaourt. C'est pour expliquer que souvent, on se dit, moi je comprends pas, ma copine, elle mange pareil que moi, on mange pareil, et pourtant moi je grossis. En fait, il faut se rendre compte qu'on est totalement incapable de dire si on mange plus, moins ou pareil que notre copain, notre voisin, notre conjoint. On ne peut pas. Parce que
On n'est pas 24 heures sur 24 avec les gens, et des fois, on a mangé pareil à un moment donné, puis l'autre a mangé un truc en plus ou un truc en moins. Et deuxièmement, la prise de poids, il n'y a pas besoin de manger énormément pour prendre du poids. Il suffit de manger. Mais oui, on mange 20 à 30 calories de plus que ses besoins. Un verre de vin, un demi-soda. C'est 1 kilo par an. Donc, sur 10 ans, c'est 10 kilos. Donc, ça ne veut pas dire, faut surtout pas dire qu'il faut être en stress avec l'alimentation, mais ça donne une explication. Et donc, pour corriger cela, le premier travail, il est d'accepter cette idée qu'on mange plus que ce qu'on a besoin, globalement. Tout le monde mange trop. Tout le monde mange un peu trop par rapport à ce qu'on a besoin. Je dis sur le plan physique et psychique, y compris pour se faire plaisir, parce que on garde le plaisir. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter le plaisir, qu'il faut moins manger, qu'il faut se restreindre. Je dis juste qu'on mange tous un petit peu trop par rapport à ce qu'on a besoin et qu'on pourrait manger un peu moins tout en gardant le plaisir alimentaire et en apportant à son organisme tout ce dont il a besoin. Et une fois qu'on a compris ça, c'est de faire un travail comportemental. Un travail comportemental, personnel, à son rythme. Il n'y a pas d'urgence. Il ne faut pas se dire j'ai entendu ce podcast, maintenant j'ai tout changé. Non. Et se poser les bonnes questions et essayer de corriger des petites choses et s'approprier les conseils. Je pense que ce qui est très important en nutrition, c'est on ne donne pas d'injonction. On donne des informations, on donne des explications pour qu'on s'approprie les conseils. Et il y a des choses qu'on va faire, choses qu'on ne va pas faire, mais on les fait en connaissance de cause. Et alors, sans parler d'injonction, mais à quoi est-ce que l'être humain devrait ressembler, en fait, finalement? Parce qu'on a vu, par exemple, aux Jeux Olympiques, il y a tous les corps qui existent, de super costauds, judokas, super fines, marathoniennes, gymnastes, grandes, basketteuses. Voilà, tout existe. Et c'est quoi, finalement, le corps en forme? Est-ce que l'IMC, ça a, finalement, encore un rôle à jouer? Est-ce qu'on parle du syndrome métabolique, du tour de taille? Finalement, est-ce qu'on peut être gros et en forme ou en bonne santé? C'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple. La question, c'est de savoir est-ce que on a une corpulence qui augmente le risque de certaines maladies. Bon, pour savoir ça, c'est compliqué, a priori. Mais donc on a l'indice de masse corporelle qui ne répond pas à la question directement. Il permet de faire du dépistage. Ok, c'est un premier indicateur. C'est un premier indicateur. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on a enfin là un consensus d'experts internationaux qui est sorti. Parce qu'il est un peu controversé, l'IMC. Alors, il y a un consensus d'experts internationaux qui est sorti là, dans une grande revue qui justement explique ça. C'est que l'IMC est un élément et que c'est d'autres éléments qui vont permettre de dire si oui ou non on est à risque de faire des problèmes de santé ou pas. Okay. J'ai dit tout à l'heure, l'obésité, la définition, c'est pas un IMC élevé. Ça, c'est faux. La définition de l'Organisation mondiale de la santé qui est acceptée aujourd'hui, c'est un excès de masse grasse qui peut nuire à la santé. D'accord. Donc, le but du jeu, c'est de savoir est-ce que j'ai un excès de masse grasse qui peut nuire à la santé? L'IMC ne dit pas ça. L'IMC dit si on a un IMC au-dessus de 25, il y a une probabilité plus élevée qu'on a un excès de masse grasse qui peut nuire à la santé. Okay. Si j'ai plus que 30, j'ai une probabilité encore un peu plus élevée. Plus de 35, franchement plus élevé. Plus de 40, effectivement là, très élevé. Une fois qu'on a mesuré l'IMC, on va regarder le tour de taille, qui est un élément supplémentaire. Parce que c'est vrai que pour un IMC identique, quand on a un tour de taille augmenté, le risque, de nouveau, est un peu plus augmenté. Donc c'est tour de taille plus grand que son tour de hanche. Alors, on peut faire taille sur hanche, mais c'est un peu plus, ça devient un peu sophistiqué. La simple mesure du tour de taille est un indicateur pour dire que cette probable excès de masse grasse est situé au niveau du ventre. Et on sait que cette graisse est plus dangereuse que la graisse située dans le bas du corps. Mais ça ne suffit pas. Donc, encore un on autre ne catégorise pas quelqu'un sur un IMC et un tour de taille. Et quand on donne ces seuils, parce que les seuils qu'on donne, ils font peur. On dit aux femmes, quand vous avez plus de 80 cm de tour de taille, c'est élevé. Attention, ça va vite, parce que déjà, moi, je suis à 72. Mais attention, on n'a pas dit qu'on est malade. On n'a pas dit que c'est moche. On n'a pas dit que c'est dangereux. On a dit que c'est un élément qui permet de se poser la question, est-ce qu'on a un excès de masse grasse
qui peut nuire à la santé. Okay. Et ce n'est pas un critère unique. Souvent, les gens disent « Ouais, mais vous avez baissé les seuils, comment vous catégorisez les gens ?» Attention, on ne catégorise pas, on dit c'est un indicateur. Un indicateur. Okay. Hein, bon. Ensuite, le troisième élément, c'est des mesures de tension artérielle et des mesures de prise de sang. Très simple. Le glucose, la glycémie, les graisses dans le sang, le triglycérides, le cholestérol, qui permettent, avec l'ensemble de ces éléments, de dire « Ah, ben, on a là manifestement un excès de masse grasse qui peut nuire à la santé. » Donc le diagnostic réel de surpoids et d'obésité, il nécessite tout ça. Et donc il faut arrêter de dire à quelqu'un qu'un IMC à 27 ou à 31, « Madame, monsieur, vous devez maigrir. » Voilà. Parce qu'il y a ce flou aussi autour de 25, mais à 25, tu es à 27. C'est des seuils qui sont donnés à l'échelle d'une population. Il faut bien les comprendre comme un élément de dépistage. Donc on ne se met pas en panique parce qu'on a 27, on ne se met pas en panique parce qu'on a 31. Et malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, y compris dans le corps médical, qui, dès qu'ils voient un patient qui a un IMC à 31, 32, lui disent de manière un peu brutale, il faut perdre du poids. Moi, j'ai beaucoup de patients qui sont détruits et non seulement ça n'aide pas les gens, hein, mais en plus, ça peut provoquer des réactions psychologiques qui aggravent la situation. Donc, face à une personne qui prend du poids, face à une personne qui se plaint d'une prise de poids, face à une personne qui a un IMC élevé, il y a toute une démarche, tout un discours à avoir, non pas pour dire vous êtes malade, vous devez perdre du poids, mais pour évaluer la situation sur le plan individuel, et donner des conseils. Et le premier conseil, il sera comportemental, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, vis-à-vis de la perception de ce qu'on mange, vis-à-vis d'un retour vers ses sensations alimentaires, et puis vis-à-vis de l'activité physique et le sommeil, où il y a toute une démarche aussi d'accompagnement. Vis-à-vis de la perception, c'est fou parce que dans notre métier donc, du sport, moi je suis professionnelle de la forme, il y a aussi un déni, ou en tout cas une mauvaise perception des calories dépensées. Les gens pensent toujours dépenser plus de calories qu'ils ne dépensent vraiment. Et c'est vrai que même avec les montres, tous les calculateurs de calories dépensées, c'est généralement assez faux. Et en fait, on dépense beaucoup moins de calories que ce qu'on pense, et notamment en marchant ou en faisant du ski, par exemple, parce que là, ça va être la saison. En réalité, la dépense calorique est finalement assez faible. Ouais, l'activité physique, c'est essentiel. Hein. L'activité physique, c'est essentiel, mais on sait bien que l'activité physique seule ne fait pas beaucoup maigrir, d'ailleurs. Hein. En méta-analyse, c'est avec une activité physique vraiment régulière, 2h30 d'activité physique par semaine d'endurance, par exemple, intensité modérée, l'ordre de grandeur, c'est 2 kilos. 2 kilos ouais, en tout, sur une vie, en général, en long terme. En fait, on perd, puis après, on stabilise. Hein. Donc en fait, oui, voilà, ça, le sport ne fait pas du tout maigrir. Voilà, il fait beaucoup de bien, il améliore la composition corporelle, il améliore l'humeur, c'est extraordinaire. C'est un facteur de santé. Voilà. Mais il ne faut pas croire que parce qu'on a mis 30 minutes de marche rapide ou d'aquagym plusieurs fois par semaine, on va perdre du poids. Parce que sinon, on va être vite déçu. On peut perdre du poids. Ceux qui perdent du poids, et ça tu le sais également, bien sûr, c'est ceux qui sont des sportifs de haut niveau. Et par exemple, le Tour de France, les coureurs au Tour de France perdent du poids généralement pendant les 3 semaines. Parce que là, il y a une dépense qui est tellement importante. Mais sinon, non, l'activité physique a beaucoup de bienfaits. On pense qu'elle... Ça donne plus faim aussi. Absolument, mais c'est pour ça dès qu'on bouge, on a plus faim. Mais absolument, c'est pour ça et on s'en rend pas compte. C'est ça le pire, parce que c'est pas forcément qu'on va sortir de sa séance et qu'on va manger énormément. Mais dans les 24 heures qui suivent, encore une fois, il suffit qu'on mange 200 calories de plus, et ça c'est une banane, c'est imperceptible. On a peut-être dépensé 150. Finalement, on a pris 50. Ouais, voilà, Donc, il ne faut pas croire qu'on va inverser la balance énergétique avec l'activité physique. Donc, c'est hyper important qu'on perde du poids, qu'on ne perde pas de poids pour tout le monde à tout âge, y compris les personnes âgées. Ça, c'est à tout âge. Mais effectivement, ce n'est pas ce qui va faire perdre du poids. Mais du coup, il faut quoi ? Il faut retrouver de la faim. C'est dur d'avoir faim. Il faut retrouver ses sensations alimentaires. Et c'est vrai que beaucoup d'entre nous, on ne sait plus ce que ça veut dire avoir faim. En fait, on sait ce que ça veut dire, c'est l'heure de manger. On sait ce que ça veut dire, j'ai envie de manger. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire avoir faim. Or, la faim, c'est le signal que le corps nous envoie
pour dire j'ai besoin d'apporter de C'est ça l'énergie. qu'on ne sait pas. Parfois, on a une énorme dalle, mais est-ce que c'est vraiment faim ou juste parce qu'en fait, on a mangé sucré avant on ne sait pas. Enfin, parfois, c'est parce qu'aussi on est trop fatigué, donc on Absolument. a super faim. Et parfois, c'est parce qu'on a soif. Parfois aussi, c'est parce qu'on voit d'autres manger. Absolument. Donc, et chacun, et ce qui est intéressant, c'est que chacune et chacun a son déclencheur de la faim. Hein, il y a des fois des réflexes conditionnés. Hein. Ça veut dire on se trouve à un endroit où c'est la cantine, on en sent un petit peu l'odeur. Ah, j'ai faim. Tout à fait. Bon, alors. Réflexe pavlovien. Mais absolument. Babine. Absolument. Et ça, c'est bien connu. Alors, encore une fois, le but du jeu, c'est pas de toute la journée se demander est-ce qu'on a faim, est-ce qu'on n'a pas faim. Le but du jeu, c'est de le savoir et de se faire des petits exercices, d'essayer des choses, déjà pour se rendre compte. Voilà. On ne culpabilise pas là-dessus. On n'est pas quelqu'un de mauvais parce qu'on ne ressent pas les sensations alimentaires. On n'est pas quelqu'un de mauvais parce qu'on mange de manière compulsive. Voilà. Faut arrêter tout ça. On n'essaye pas de lutter contre les compulsions. Il y a des gens qui me disent ah, c'est bon, j'ai lutté contre mon envie. Non, faut arrêter tout ça. Ça sert à rien. Voilà. Il faut juste le savoir. Et après, encore une fois, s'approprier cette idée. Pour essayer de modifier des petites choses, soit tout seul, hein, on a beaucoup de choses qu'on peut faire tout seul, soit avec un professionnel, je dirais, du comportement alimentaire. Maintenant, beaucoup de diététiciennes, diététiciens sont formés à ça. La psychonutrition. Alors, des psychologues qui sont formés, au comportement alimentaire. Et après, il faut faire attention à ne pas être entre les mains de charlatans. Parce que malheureusement, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui s'improvisent. Mais pourquoi on laisse trop aussi passer de messages comme ça à fond ? Enfin, moi, je suis... par exemple, je suis ultra sollicitée par des marques de compléments alimentaires, de protéines, n'en parlons pas. Et je vois tous les discours sur les chaînes YouTube, les réseaux sociaux, les podcasts, les livres. On peut sortir un livre de nutrition sans être formé. Absolument. Enfin, c'est fou. Pourquoi est-ce qu'on peut laisser tout ça passer ? Et aussi les industriels qui racontent un peu n'importe quoi sur leurs emballages. Oui, on a l'exemple récent d'industriels qui sont extrêmement pointés du doigt par notamment Serge Herzberg, qui lutte contre la mauvaise information et les lobbies industriels. Cette marque célèbre Danone, pour ne pas la citer, qui a retiré le Nutri-Score. Alors, on en pense qu'on en veut, Nutri-Score. Moi, je suis favorable. Ça a le mérite d'exister. Mais il a un grand intérêt et ça a été retiré de certaines marques. De certains produits sucrés qui en plus ont sur leurs emballages des annonces, des allégations, autorisées certes, pour mettre en valeur les vertus santé. Donc d'un côté, on a un produit qui a en théorie des intérêts santé, mais qui sont beaucoup moins que ça laisse apparaître, et de l'autre côté, des produits très sucrés. Et donc il faut réguler. Est-ce que vous êtes pour la régulation, de régulation ? Oui, de toute façon, il y a des choses qui ont été démontrées. L'intérêt de la taxe sur les boissons sucrées, ça c'est quelque chose qui est montré comme bénéfique. Par contre, ce qui a été montré aussi, c'est de favoriser, d'aider à la consommation des produits mieux classés, Nutri-Score, fruits et légumes notamment, donc avec des chèques qui peuvent aider les personnes les plus défavorisées. Donc ça, c'est des éléments qui sont efficaces, qui ont été montrés comme efficaces. C'est compliqué de les mettre en œuvre. On a vu des débats les derniers temps à l'Assemblée nationale. C'est difficile. Il y a des choses qui passent quand même, mais c'est difficile. Maintenant, ça ne suffit pas. Je ne dis pas que la seule solution, c'est de réguler, d'interdire et d'augmenter les prix. Ça, c'est un élément qui est efficace, mais ça ne suffit pas. Maintenant, pour en revenir à ce que tu disais sur on laisse passer tout, oui, on laisse passer. Aujourd'hui, c'est une liberté totale d'expression et aujourd'hui, tout le monde peut s'improviser expert coach en nutrition, expert en nutrition. Je ne vais pas citer les choses parce que je vais me faire lyncher, mais moi je cite, j'ai pas de problème j'en pense pas moins. Avec ceux qui se prennent pour Dieu et ceux qui se prennent pour les rois du muscle ou du corps parfait. Des compléments alimentaires, c'est complètement hallucinant. Vous avez aujourd'hui des scientifiques, certes, qui ont par exemple un bac plus 4, bac plus 5 en sciences et qui donnent des recommandations. C'est dramatique. Oui, c'est glucose godesse pour pas la nommer. Pas que. Je pense à différentes personnes. C'est extrêmement fort sur le plan marketing. Sur les compléments alimentaires aussi. Sur le plan marketing, je suis fasciné. Ouais, c'est vrai. Et ce que j'ai dit d'ailleurs sur plusieurs médias, c'est que j'invite ces personnes-là à ce qu'on lance des essais cliniques. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été rapporté par ces livres.
Et bon, dans le service public, on n'a pas beaucoup d'argent pour monter des essais cliniques sur ces sujets-là, où les industriels ne sont pas intéressés parce qu'ils savent que ça sera négatif, en général. Mais s'il y a des scientifiques qui nous regardent et qui veulent monter des essais avec les revenus qu'ils ont eus avec leurs livres, des essais cliniques bien faits pour montrer l'efficacité de leur technique, moi je suis ouvert. Il y a déjà des années que j'ai proposé au docteur Ducamp, j'ai jamais eu de réponse. Il ne sera plus là. Comment je reste ouvert et je propose à toutes celles et ceux qui ont des méthodes, des techniques, venez me voir, venez me voir. Et on monte un essai clinique que vous pourrez financer avec les revenus de parce vos qu'ils sont compléments très alimentaires, importants. Ouais. Et donc, je pense que ces personnes-là veulent améliorer sincèrement la santé de la population. Donc, je trouve qu'il y a un vrai enjeu de santé publique. Alors, j'ai 3 autres sujets qui me tiennent à cœur, donc on va avancer. La première, c'est les enfants, parce qu'on a beaucoup de mamans, de parents qui nous écoutent, qui nous regardent. Moi, la première, voilà, mes enfants ont 10 et 14 ans. C'est super difficile, je trouve, de faire l'éducation alimentaire d'enfants. Les miens sont très sportifs, ils ont ultra faim. Mon fils rentre dans l'adolescence, il a envie de manger que des fast-food ultra trashos. Même si voilà, il trouve que c'est quand même bien de manger des fruits et légumes parce que bon, il s'en rend compte. Mais comment est-ce qu'on parle à ces enfants sans les traumatiser finis ton assiette, attention pas manger ça. Enfin, comment est-ce qu'on parle équilibré à ces enfants? Moi aussi, ce sera le père de famille qui parlera parce que j'ai 3 enfants et c'est pas fameux. Hein. C'est difficile. Non, c'est extrêmement difficile. Je pense que la première chose que je voudrais dire, c'est si on a des enfants en surpoids, surtout, s'il vous plaît, ne pas leur donner des injonctions de manger plutôt ceci, plutôt cela, et toutes les réflexions. J'ai tellement entendu de réflexions de parents, et pourtant, des parents, je sais bien que c'est par amour, ils veulent bien faire, mais dire là tu manges comme un porc, j'ai entendu ce genre de réflexion, c'est tellement difficile. Ou tu ne devrais pas manger ça, mange plutôt des fruits et légumes, mange d'abord des légumes pour pouvoir remplir ton ventre, après tu vas moins grignoter. Oh, j'ai dit ça moi déjà. Et je sais, alors, faut pas culpabiliser, c'est difficile, hein, mais je crois que la première chose à faire, si on a un enfant qui est en surpoids, c'est surtout de ne pas le mettre de côté en lui disant tu devrais faire ça, et encore moins le mettre en régime. Il y a encore, y compris des professionnels qui envoient les enfants dans des maisons, dans des cures. Ça ne marche pas, c'est catastrophique. Il y a même des maisons qui sont remboursées. Mais non, ça ne sert à rien. Donc, qu'est-ce qui marche? Voilà. Ce qui marche, la première chose, c'est de soi-même, d'accord, avoir un comportement à la maison pour soi-même déjà. Pour soi-même. Ouais, enfin, après... équilibré. Moi, je sais pas. Je veux pas dire qu'il faut tout le monde manger équilibré tous les jours parce que je parle de réalité. Moi, je mange pas équilibré tous les jours. Voilà. Je fais attention. J'essaie d'améliorer les choses. J'essaie de choisir au maximum des choses qui vont faire du bien à mon corps. Je me fais le plaisir, mais je suis pas dans l'obsession et ça serait pas non plus une bonne idée de montrer à ses enfants que voilà, mon repas, c'est 150 grammes de légumes verts, 100 grammes de féculents, une protéine, un petit fruit. Voilà, je pense que ça sert à rien. Okay. Je pense que on doit justement manger l'esprit léger, hein, ce qui est le titre de mon livre, mais c'est... D'ailleurs, ça parle assez peu d'équilibre dans votre livre. Mais voilà, l'équilibre, il se construit sur la semaine, voire sur le mois. Bon, donc, la réalité du terrain, la vérité, c'est que personne d'entre nous mange équilibré 7 jours sur 7. Oui, c'est juste, il faut arrêter de dire aux gens, vous devriez faire ça. C'est-à-dire, moi, voilà. Donc, je pense que d'abord, se poser la question sur son propre comportement. Okay. Améliorer le mieux possible son propre comportement. Et les enfants, franchement, ils absorbent. C'est des éponges. Et qu'est-ce qu'on va faire? On n'achète pas certains trucs, je pense qu'il faut... pas les Alors, gâteaux, surtout pas du jour au lendemain. Surtout pas du jour au lendemain. Maintenant, effectivement, si on a l'habitude d'avoir des boissons sucrées tous les jours, ça, c'est une première chose qu'on peut modifier. Alors, en premier lieu, et je vais dire quelque chose qui va faire discuter, mais en premier lieu, les boissons light plutôt que les boissons sucrées. J'ai pas dit qu'il faut s'habituer à boire du light. J'ai pas dit que c'est très bon pour la santé. J'ai pas dit que c'est extraordinaire, mais
entre une boisson sucrée et une boisson light, aujourd'hui, si on regarde les preuves scientifiques, Ok, non mais il faut le dire, c'est on bien. va choisir le light par rapport au sucré. Coca Light. Peu importe laquelle boisson. Non, j'essaye d'arrêter. Voilà, ou zéro. Mais moi, Ok. j'en buvais 1,5 litre par jour pendant des années. Vous Absolument. Et puis j'ai eu De un Coca Absolument, mais attendez, on est des humains. Mais oui. On est des humains. Et effectivement, un jour, pour différentes raisons, je me suis dit, ouais, bon, c'est un truc que je peux changer. Ok. Et je peux vous garantir que même si on se dit addict, moi, pendant plusieurs mois, je n'en ai plus bu du tout. Voilà. Et là, j'ai repris de temps en temps un verre, voilà, 1 ou 2 verres par semaine. Coca Light ou Coca rouge? Zéro, moi j'aime le zéro. Ok, Non, zéro. non, voilà. Ok, ça Mais va. entre les deux, de toute façon, il n'y a pas photo. Ok. Voilà. Pour moi, la première chose, c'est celle-là. Parce que les boissons sucrées, c'est une catastrophe. Ok. Voilà. La deuxième chose, c'est effectivement après d'essayer de mettre un rythme de vie où la boisson quotidienne, c'est pas une boisson à goût sucré, c'est de l'eau. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça de se dire, bah voilà, les boissons sucrées, c'est à l'occasion, quand on fait un repas voilà, avec des amis, etc. Ça, je pense que c'est quelque chose de simple qu'on peut tous mettre en place. C'est une habitude. Mais c'est pour toute la famille, hein. Il ne s'agit pas de dire, toi, t'es mince, alors tu peux boire, toi, t'es gros, tu peux pas. Mais c'est comme, par exemple, il y a parfois des membres de mon club me disent, ah, ça, c'est le placard des enfants. Et dedans, il y a plein de gâteaux, plein de bonbons. Mais finalement, si c'est pas bon pour nous, c'est pas forcément bon pour les enfants non plus. Je pense que, après, les enfants ont des goûts qui sont différents des nôtres, hein. Il ne faut pas leur imposer. Voilà, il y a beaucoup d'enfants qui ne mangent pas beaucoup de légumes et qui en mangeront plus tard. Je veux dire, la réalité, elle est là aussi. Moi, mes enfants, j'ai beaucoup de mal à faire manger des légumes. Mais je suis pas en panique. Ça fait du bien d'entendre mais ça. bien sûr, mais je suis pas en panique. Quand je leur parle des brocolis, quand je parle des haricots verts, quand je chauffeur, ils me regardent d'un air, non quoi. Alors voilà, oui, si, on aime bien la tomate, on aime bien le poivron, on aime bien les carottes éventuellement. Bon, maintenant je me fais pas de bile parce que ça évolue. L'important c'est qu'ils voient un petit peu comment moi j'essaye de manger, comment ma femme essaye de manger, et je suis convaincu que, voilà, en grandissant, on évolue. Alors oui, on peut se dire, oui, mais bon, quand ils grandissent, c'est important qu'ils mangent bien. Je veux bien, mais enfin, la réalité, il y a une réalité. Moi, je pense au moyen terme, au long terme. Voilà. Donc, je pense que les boissons sucrées, remettre un rythme, c'est bien. Par rapport aux biscuits, aux bonbons, je pense que c'est à peu près la même chose. Ça veut dire passer d'un rythme où le goûter, c'est systématiquement des biscuits. Le petit-déj, à la va-vite, c'est des biscuits ou des céréales industrielles très sucrées. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire évoluer, qu'on peut changer. Et je pense que ne serait-ce que ces petites choses, sans injonction, mais qui sont des habitudes pour tout le monde à la maison, c'est un énorme pas. Après, il y a des enfants qui ont toujours faim. Ouais, moi je pense que... Des enfants qui ne ressentent pas la satiété. Je pense que dans ces cas-là, d'abord, il faut consulter un spécialiste. Et pas un spécialiste de l'obésité infantile. Il y a des centres et il faut se faire aider. Parce qu'il y a mais bon, aussi... il faut bien les choisir, parce que si c'est pour que l'enfant... Il y a aujourd'hui, dans toute la France, ce qu'on appelle les centres spécialisés obésité, ce qu'on appelle les CSO. Les CSO. Dans chaque région de France et dans chaque CSO, on a une information pour savoir à qui on peut adresser, que ce soit les adultes ou les enfants. Voilà, donc à Paris, il y a des centres spécialisés, avec des hôpitaux pédiatriques qui prennent en charge les enfants. Donc je pense que c'est extrêmement important, dès qu'on se sent un peu dépassé, de faire appel à ces spécialistes. On ne va surtout pas voir un nutritionniste qui ne serait pas compétent pour ce sujet-là et qui donnerait un régime. Il y en a encore, malheureusement. Les médecins ou pas médecins. Là. Voilà, évidemment, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Il y a encore des personnes, médecins ou pas médecins d'ailleurs, hein, qui donnent ce type de régime. Bon, ça, c'est complètement contre-indiqué. Donc, il y a des centres experts pour cela. Et si effectivement, on a le sentiment qu'on est dépassé et que les modifications, comme je l'ai dit, hein, du mode de vie pour tout le monde, sont pas suffisantes, eh bien, il faut se faire aider. Une autre question sur la longévité, qui est quand même le thème de notre podcast. Pour vivre plus longtemps en pleine forme, est-ce qu'il faut manger moins? Est-ce qu'il faut être mince? Alors, ça, c'est souvent dit dans tout ce qui est Blue Zone. Alors, d'abord, tout ce qu'on a dit, c'est pour la longévité. Parce que même si on parle des enfants, en réalité... le but du jeu, c'est pas de se restreindre pour se restreindre, c'est pas d'être mince pour être
plus beau qu'un autre, c'est pas le sujet. Hein. Moi, le sujet, il est médical. Donc, quand on fait ça, c'est pour éviter certaines maladies qui compromettent la qualité de vie aux âges les plus avancés. Hein. Voilà. Donc, on a parlé de longévité depuis le début. Hein. Maintenant, qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Voilà. Imaginons que je suis en relativement bonne santé aujourd'hui, où j'ai pris un peu de poids, mais sans que je sois malade. Est-ce qu'aujourd'hui, une manière de manger qui permette d'augmenter la durée de vie? D'optimiser sa qualité de vie quand on vieillit, finalement. Alors, il y a effectivement des données scientifiques. Depuis très longtemps, il y a une chose qui est connue, mais qu'on n'aime pas dire parce qu'elle n'est pas très acceptée. Mais moi, je le dis parce que j'aime bien la franchise. C'est la restriction calorique. Voilà. La restriction calorique, oui, c'est quelque chose, on a beaucoup de preuves que ça va augmenter la durée de vie en bonne santé. Qu'est-ce que ça veut dire, la restriction calorique? Ça veut dire la sous-nutrition sans malnutrition. La sous-nutrition sans malnutrition. Exactement. On a dit tout à l'heure qu'on mangeait trop. L'idée, c'est de réduire les apports au strict nécessaire. Au strict nécessaire. Mais attention, j'ai pas dit faites ça. Tu me demandes, est-ce qu'on connaît aujourd'hui une méthode pour augmenter la vie en bonne santé? La réponse est oui. Mais c'est pas populaire. Il y a aux États-Unis des communautés qui font ça. Ce ne sont pas des sectes, mais qui sont des communautés qui ont décidé de pratiquer ce concept. Il a été très popularisé par un chercheur qui s'appelle Roy Walford dans les années 70-80. C'est en Californie? Absolument. Oui. Absolument. C'était un chercheur qui a travaillé là-dessus. Comment s'appelle cette communauté? Le nom m'échappe. J'ai retrouvé. Et il y a encore aujourd'hui des gens, alors c'est vrai quand on les voit, ils sont maigres, ils sont en tout cas ils sont minces et ils ont un mode de vie qui est assez strict, parce que quand on se sous-nutrit pour ne pas se malnutrir, pour ne pas être carencé, il faut vraiment bien calibrer. C'est-à-dire que quand on mange 2500-3000 calories, c'est plus facile d'avoir protéines, exactement tous les nutriments nécessaires que lorsqu'on se met à 1500-1700 calories, où là, il faut vraiment bien calibrer les choses. En tout cas, ça existe. Ça vient d'où? D'où viennent les preuves? Effectivement, les zones bleues, l'île d'Okinawa, classiquement, où les gens vivent en mangeant moins, avec ce principe de s'arrêter de manger avant d'avoir vraiment la satiété, en ayant légèrement faim, voilà. Deuxièmement, d'études chez l'animal, ou à peu près chez tous les animaux, depuis le ver de terre jusqu'aux primates, on a des essais qui montrent qu'on augmente l'espérance de vie. Troisièmement, de données chez l'humain, alors pas qui montrent directement qu'on augmente l'espérance de vie, parce que ça, on n'a pas pu le faire, ça n'a pas été fait, c'est pas réalisable, mais qui montrent que on améliore quasiment tous les paramètres biologiques, l'inflammation, le stress oxydatif, la résistance à l'insuline, etc. Concrètement, est-ce que c'est jeûner, juste réduire les portions de tous ces repas, manger moins souvent, faire 2 jours de jeûne sur 5 jours normaux? Il y a Longo, là, le chercheur italien, Longo, voilà, qui parle de ça, de fasting mimic diet. Absolument. Donc, au départ, la restriction calorique, ça fonctionne. Ensuite, on a cherché des alternatives, parce que c'est dur. Eh oui. C'est dur. Surtout quand on mange en société, quoi. Absolument. Manger moins que tout le monde tout le temps. C'est difficile. Donc, il y a ce principe de, est-ce que si on jeûne, on va faire la même chose? Et là, on a plusieurs techniques de jeûne. On a la technique la plus populaire aujourd'hui, c'est le jeûne intermittent. Donc, on va manger sur une fenêtre de 8 heures, 8-10 heures, et on ne va pas manger le reste du temps. Il y a l'idée de jeûner 2 jours par semaine. Et il y a l'idée de faire des jeûnes, une semaine. 5-6 jours, voilà, une semaine, David adore. Une semaine de jeûne, etc. Bon, on a grosso modo moins de données sur ces méthodes-là, parce qu'elles ne correspondent pas à des modes de vie qu'on a vus dans le monde. Mais oui, le jeûne intermittent, à court terme en tout cas, améliore beaucoup de paramètres dans le sang, et paramètres cliniques sur la tension artérielle, sur le niveau de cholestérol,
de graisse dans le sang, sur le fonctionnement de l'insuline. Donc il y a des effets qui sont vus à moyen terme et qui laissent penser que ça puisse être bénéfique. Mais on n'en a pas la preuve. Et il y a encore des zones d'ombre. Par exemple, là, on a une étude qui a fait énormément parler d'elle, il y a quelques mois, dans un congrès américain, qui a montré que le jeûne intermittent, qui a suggéré que le jeûne intermittent augmentait de 91% à long terme le risque de maladie cardiovasculaire. Bon, alors, oui, je l'ai entendu. Mais oui, non, mais après, on peut discuter. Hein. Tout ça, c'est une discussion. Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que ça se discute sur le plan scientifique. Finalement, c'est comme un peu un entonnoir. Il y a plein de données à la fin. Exactement. Aujourd'hui, on ne peut pas dire si le jeûne intermittent a un effet sur la longévité. On ne peut pas dire. On peut le supposer. Mais, comme souvent en médecine, on peut se tromper. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que la restriction calorique a un effet positif. La restriction calorique, on n'a que des voyants au vert pour dire que ça... Et donc toi, tu arrives ça à faire la restriction? Je veux juste terminer avant de te répondre. Je vais juste terminer avant de te répondre, mais je te répondrai. Voilà, donc je ne dis pas qu'il ne faut pas faire du jeûne intermittent. Après, la question numéro 2 par rapport au jeûne intermittent, c'est comment on l'organise dans la journée. Et là, on a vu des gens sur les réseaux qui disent on ne mange pas petit déjeuner, on mange entre midi et 20h par exemple. Donc on mange sur 8h et on jeûne de 20h à midi. Et on a des essais qui montrent des bénéfices potentiels. Mais quand on regarde, et l'ANSES, qui est une autorité française, a fait une revue de la littérature scientifique, de toutes les données, et a parlé justement de cette chrononutrition, à quelle heure manger, la synthèse, elle ne va pas en faveur de cette idée. Elle va en faveur que les gens qui ne mangent pas le matin, mais attention à ce que je vais dire, je vais préciser, les gens qui ne mangent pas le matin ont un risque plus élevé de diabète, de maladie cardiovasculaire et peut-être de cancer. Et inversement, le risque est minimal chez des gens qui ont un petit déjeuner, qui ont un déjeuner assez tôt dans la journée et qui ont un dîner assez tôt. Et donc qui ont un jeûne, mais un jeûne plutôt la soirée et la nuit. Et dernière information dans cette chrononutrition, qui va aller contre ce qu'on entend souvent, c'est que les glucides soient apportés plutôt en première partie de journée. Ça, c'est des données scientifiques. J'ai pas dit... Glucides en première partie de journée. Absolument. Mais ça peut être salé ou sucré, parce qu'on nous raconte un petit déj salé. Mais attends, le petit déj salé, c'est le marketing. Le petit déj salé, en fait, il est glucidique. Les gens le pain complet avec du fromage, c'est des glucides. Donc, en réalité, salé ou sucré, peu importe, ça m'est égal, mais qu'il y ait des glucides. Voilà. Alors attention, ce que j'ai dit là, c'est des données scientifiques. J'ai pas dit que c'est une recommandation. J'ai pas dit que c'est une recommandation. Je dis pas aux gens, mangez un petit déj, même si vous n'avez pas faim. Encore ce matin, non, je me suis fait avoir. J'ai pas dit ça. J'ai dit simplement qu'on a ces données-là. Maintenant, je pense que je reviens vraiment en l'état actuel des connaissances. Moi, je laisse les gens se baser sur leurs sensations. C'est-à-dire que si le matin, on a faim, il faut manger. Ça, c'est la première chose. Pas de raison de se dire, je ne vais pas manger. Si on n'a pas faim le matin, il faut se demander, est-ce que j'ai pas faim parce que j'ai mangé tard le soir? Si c'est le cas, c'est probablement intéressant d'essayer de manger un peu plus tôt. Si on a faim le matin, on mange. On n'a pas faim le matin, on ne mange pas. Donc en gros, si tu n'as pas faim le matin et que c'est pas parce que tu as mangé tard le soir, moi je ne demande pas aux gens de manger. La seule chose, effectivement, peut-être, c'est d'essayer de manger pas trop tard dans la soirée. Ça, c'est quelque chose peut-être faut essayer. Ouais, maintenant, si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. On y arrive. Voilà. Maintenant, tu m'as demandé, est-ce que je fais la restriction calorique? Pour être honnête, mes parents l'ont fait. Mes parents le font connais, aussi. Voilà. Ils sont trop forts. Ils ont commencé ça vers l'âge de, je pense, 50 ans, je ne sais plus trop. Ah oui, jeune. Ouais, jeune. Aujourd'hui, je ne le fais pas. Voilà. Après, j'essaye de limiter un petit peu les choses. Mais encore une fois, je connais les choses et j'essaie de me les approprier de manière raisonnable. C'est vrai que c'est peut-être plus facile aussi quand on n'a plus les enfants à la maison, qu'on a moins ces espèces de contraintes aussi, de rythme absolu et de faim absolue des enfants qui nous font aussi cuisiner plus, mettre plus d'alimentation sur la table. C'est peut-être plus facile, je vois pour mes parents, là, bon, eux, ils ont plutôt 77, 75, donc pour eux, c'est plus facile, quoi. Ils sont que tous les deux le soir, ils se prennent juste une petite soupe.
bon, c'est sûr que quand on est tous là et qu'il y a les petits-enfants, bon, ça mange beaucoup, beaucoup plus, quoi. Ouais. Je pense que, encore une fois, l'intérêt, c'est de connaître les choses, d'avoir une vision un peu claire de ce qui est possible et de se l'approprier. Et vous savez, la vie, ça reste quand même long. Hein, ça reste quand même long aujourd'hui. Et donc, on a le temps d'évoluer. Et c'est pas parce qu'à 50 ans, on n'arrive pas à faire ça qu'on doit culpabiliser. Bon, peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, on va changer, on va évoluer. Le but du jeu, c'est, comme dans tout dans la vie, c'est d'avancer, quoi. D'avancer, d'avoir une direction et d'avancer. Voilà. J'ai une dernière question qui sort un peu du sujet, mais j'ai vraiment envie de t'entendre sur ça. C'est les médicaments anti-obésité, anti-surpoids, qui cartonnent de fou aux États-Unis, qui arrivent vraiment sous forte perfusion en France. Donc aux États-Unis, j'ai regardé, il y a à peu près un Américain sur 12 ou un Américain sur 8, enfin voilà, presque un sur 10. 20% des personnes en d'obésité. Une personne sur 5 en obésité. Oui, mais qui prennent qui prend ce médicament. Voilà, c'est ça. Donc c'est énorme. C'est des marchés faramineux. Et donc moi, quand j'étais au début journaliste médicale, on sentait que c'était la poule aux œufs d'or. Donc il y a eu plein d'essais et tout ça, de cliniques, de plein de labos. Donc là, ça y est, on a trouvé, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce que c'est un médicament finalement presque un peu comme un anti-cholestérol ou un anti-hypertenseur qui, voilà, maintenant c'est un nouveau médicament anti-obésité ? Est-ce que c'est vraiment des médicaments qui font baisser la quantité calorique ingérée ? Et dernière question, c'est voilà, est-ce que c'est un bon médicament, entre guillemets ? Est-ce qu'on peut le demander ? Alors, je précise d'abord, parce que c'est important dans ce sujet-là, que j'ai 0 lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Est-ce que toi, tu le prescris, par exemple ? Je précise ça, j'ai 0 lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Je dis parce que quand on parle de médicaments... Oui, tout à fait. Voilà, ça fait aucun conflit d'intérêt. Pratiquement 10 ans que je n'ai pas rencontré quelqu'un d'un laboratoire pharmaceutique par choix pour pouvoir parler librement et qu'on ne me prête pas des arrière-pensées mercantiles des médicaments. Alors, ces médicaments, c'est une évolution très importante dans le sujet de l'obésité. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, quand on veut soigner l'obésité, il y a des éléments sur lesquels on peut agir. On a dit la perception, la routine d'activité physique et discipline de sommeil, le comportement alimentaire, tout ça on peut agir. Mais ça a du mal à fonctionner. Alors, en fait. On peut agir, ça ne fera pas beaucoup maigrir, justement, mais ça améliore beaucoup de choses. Et le 4e volet, on a dit, c'est l'appétit. Et l'appétit, on ne peut pas agir par la volonté. Et donc, ce qu'on sait depuis longtemps, c'est que ce qui permet de perdre beaucoup de poids, encore une fois, à moins qu'on ait une volonté incroyable, il y a des gens qui arrivent toute leur vie à être très stricts, il faut agir sur l'appétit. Bon, si on doit, j'ai pas dit que tout le monde doit perdre du poids, mais si on est en situation médicale où il faut perdre du poids, dans la majorité des cas, il faut arrêter de se dire qu'on est en échec parce qu'on n'a pas réussi soi-même à maigrir. Ça, c'est pas vrai, on n'est pas en échec. La maladie obésité, elle existe. Et donc, il faut agir sur l'appétit. Jusqu'à présent, on n'avait que la chirurgie et un peu des techniques par endoscopie, comme le ballon ou des choses comme ça. Là, les médicaments, ils fonctionnent. Ils fonctionnent. C'est une classe médicamenteuse qui a en commun d'agir comme des hormones de l'intestin qui réduisent l'appétit au niveau central, au niveau du cerveau, et au niveau de l'estomac, parce qu'ils donnent une sensation de plénitude gastrique. Ces médicaments, ils sont arrivés déjà il y a quelques années, avec des puissances... Juste pour expliquer, plénitude gastrique, bon, en gros, t'as plus faim du tout, quoi. Voilà, c'est même un peu la gerboule. Alors, non, mais parce qu'il faut dire un peu... Ça peut. Chez certaines personnes, ça va être mal toléré, et on va avoir la nausée, voire des vomissements. Parce que justement, l'effet bénéfique peut aussi se transformer en effet indésirable chez certaines personnes. Donc ces médicaments, on en a eu petit à petit avec une puissance plus ou moins de plus en plus importante. On a eu le premier médicament qui était déjà commercialisé, qui s'appelle Saxenda, qui avait un effet de perte moyenne de poids de 5%, par réduction de l'appétit, encore une fois. On a eu le fameux Wegovy, qui est le grand frère de l'Ozempic. En fait, c'est le même médicament, sauf qu'on le prescrit à plus forte dose, qui entraîne une perte de poids moyenne de 12% par rapport au placebo. C'est énorme. C'est beaucoup. On n'arrive pas du tout à ça avec les règles hygiéno-diététiques. Non, je dis avec des mesures nutritionnelles bien faites, en général c'est 5%. Et c'est une réussite. Je dis, c'est pas un échec, les 5%. Attention. Voilà. Et on a maintenant un 3e médicament, le tirzépatide, commercialisé sous le nom de Mounjaro. On est à 19%
Je dis par rapport au placebo toujours. Hein. C'est-à-dire que ça s'additionne à quelques pourcents qu'on a en plus avec les mesures nutritionnelles ou le placebo. Et on en a d'autres qui arrivent potentiellement avec encore plus puissant. Donc, oui, ça réduit l'appétit. Oui, ça entraîne une perte de poids. Alors maintenant, est-ce que ce sont des bons médicaments? Aujourd'hui, quand on met sur le marché et quand surtout on veut rembourser des médicaments et les prescrire largement, on doit montrer, pas seulement que ça fait perdre du poids, mais que ça améliore, que ça réduit le risque de maladie qui pourrait compromettre la qualité de vie ou la longévité. Et ce qui est intéressant avec le Wegovy, le sémaglutide, c'est qu'on a montré qu'il avait un bénéfice, notamment sur le risque cardiovasculaire. Chez des gens qui sont à haut risque cardiovasculaire, ça réduit le risque. Ça réduit l'ensemble des facteurs qui sont connus pour augmenter la maladie cardiovasculaire et la mortalité cardiovasculaire. Donc, voilà pourquoi on peut dire que c'est un médicament efficace, pas seulement pour maigrir, mais aussi sur les maladies. Pour ce qui est du Mounjaro, les études sont en cours. On a de bonnes raisons de penser que ça va être la même chose. Donc en gros, en France, on ne prescrit pas ce médicament parce qu'il fait perdre du poids, mais parce qu'il a des effets intéressants sur les risques cardiovasculaires. C'est un peu les deux, mais c'est un peu ça que je veux dire. Moi, je m'oppose à dire qu'on prend ce médicament pour maigrir. Pour moi, je sais que je vais à l'encontre de discours environnants qu'on voit un peu partout. Ces médicaments ne doivent pas être pris dans l'esprit. Je dois maigrir, alors je prends ce médicament. Si on fait ça, on est à peu près sûr que en fait, c'est très psychologique. On va le prendre quelques mois et on va l'arrêter. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a une assurance qui rembourse le médicament, qui a fait une évaluation qui montre qu'à 2 ans, seuls 20% des personnes qui ont été traitées le prennent encore. Or, on sait que ces médicaments-là, quand on l'arrête, la majorité va reprendre les kilos. Donc, l'état d'esprit... Pourquoi les gens arrêtent? Ah bah justement, parce que moi, alors on n'a pas les raisons, et c'est pas que les effets indésirables. Hein. C'est pas que les effets indésirables. Je pense que c'est justement parce que l'état d'esprit dans lequel ça a été... Alors, c'est mon avis, hein, c'est une opinion, c'est pas une donnée scientifique. Hein. Ouais. Et je le vois avec mes patients qui ont eu ce médicament en accès précoce ou qui sont demandeurs. C'est la manière dont on l'a prescrit au départ va influer sur la persistance du traitement dans les années qui suivent. Si on l'a pris, on dit « j'arrive pas à modifier mes habitudes, donnez-moi un médicament pour maigrir », et que c'est comme ça, moi j'estime que là, mon opinion, mon impression, c'est que ça, c'est ça qui va provoquer finalement au bout de quelques mois, on se lasse du médicament. Quand on a bien maigri, on se dit « bon, c'est bon, voilà ». Souvent les gens nous disent même « bon, je ne vois plus d'effet sur l'appétit ». Et c'est marrant parce que s'ils gardent le poids plus bas, c'est bien parce que l'appétit reste diminué. Et ils sont habitués, comme s'ils étaient habitués. Et donc ils se disent maintenant je peux l'arrêter. Sauf que quand ils l'arrêtent, ils se rendent compte, au bout de quelques mois, qu'ils vont regrossir. Donc je pense que si on le prescrit dans l'optique, ah, vous n'arrivez pas à perdre du poids par vous-même, je vous mets ce médicament pour maigrir, moi je pense que c'est pas bien. Je pense que ce médicament, il faut le voir quand même. Médicament pour la santé, un médicament pour réduire les maladies liées à l'obésité et éventuellement à prolonger la vie en bonne santé. Et dans un contexte où on comprend que l'obésité et ses complications, c'est une maladie chronique et c'est pas juste un problème de volonté qu'on n'arrive pas à moins manger. Donc pour répondre clairement à ta question, oui, moi quand je le prescris, quand des gens viennent me voir en me disant, et j'ai de plus en plus de gens qui viennent me voir en me disant, bon, parce qu'on peut le prescrire que quand on est endocrino-nutritionniste ou avec une formation très spéciale de nutrition. Okay. Donc quand les gens viennent me voir en disant, bah moi, mon médecin me dit de venir vous voir pour avoir le médicament, je leur dis, bah en fait non, quoi. On ne vient pas pour une prescription de médicaments. On vient pour prendre en charge une maladie, un patient qui a une maladie chronique qui s'appelle l'obésité. Et ce médicament, il va avoir une place, mais à un certain moment. Et ce moment, on va le décider ensemble. Ce n'est pas vous qui le décidez, ce n'est pas un autre médecin qui le décide, c'est un spécialiste et une équipe obésité qui va décider à quel moment c'est intéressant pour qu'il puisse avoir un effet intéressant sur le poids, mais aussi sur les maladies chroniques, et en contrôlant les effets secondaires, parce qu'il y en a potentiellement. Voilà ce que je pense de la place de ces médicaments. Ce n'est pas des médicaments de l'amaigrissement. C'est des médicaments qui prennent en charge une maladie chronique qui est l'obésité.
Hyper intéressant. Aux États-Unis, on a montré que les livres de la diet culture, donc les livres de régime, ont perdu en vente de 15 à 20% de vente de livres amincissants. Alors, c'est peut-être pas une mauvaise chose parce que souvent ces livres d'amincissement proposent des régimes, proposent des méthodes miracles, etc. Donc finalement, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Hein. Et les paniers, d'ailleurs, les paniers de trash food ont diminué. Il y a vraiment une diminution sur la consommation de trash food au sein des familles qui ont ces médicaments. Après, peut-être qu'on se rendra compte, mais ça j'en sais rien, que finalement, si on le prescrit à tout le monde sans aucun accompagnement, à l'échelle d'une population, ça fait du bien. Tu sais, des fois, on peut... Tu sais, il y a des gens qui avaient proposé, ça avait fait bondir, de mettre dans le ketchup des fast-food un peu de statine pour tout le monde. Hein, c'est un médicament qui réduit le cholestérol. Donc des fois, on peut se dire... Comme on met de l'iode dans le sel. Voilà. Bon, ça avait été très discuté. Tu vas dans un fast-food avec des aliments qui vont augmenter ton cholestérol. Et puis, pour la santé publique, on va mettre un peu de statine. Comme ça contrebalance. Donc, peut-être certains vont proposer qu'on mette un peu de Wegovy un peu partout dans toute la population. Et finalement, ça fera du bien. Bon, aujourd'hui, je préconise pas ça. Et en l'état actuel des connaissances, pour moi, ça reste un médicament qui doit être entre les mains de spécialistes de l'obésité, des médecins de l'obésité, et qui le prescrivent au bon moment, en se rappelant que ça ne guérit pas l'obésité. Aujourd'hui, on n'a pas de traitement pour guérir l'obésité. Voilà. Donc, on a une boîte à outils. Hein, ça en est un supplémentaire. Et ça en est un supplémentaire, et ça c'est génial qu'on ait un outil supplémentaire parce qu'on était un peu pauvre en traitement efficace. Merci infiniment. Merci Boris Ancel, on a énormément discuté, c'était très très riche. Je rappelle ton livre Manger l'esprit léger, et on parle pas d'équilibre, on parle pas de comptage de calories, et il y a de la fermeté, c'est doux et c'est ferme à la fois. Ah, c'est militant. C'est un peu militant. Ouais, hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucie. Bon alors, après cet épisode, est-ce que vous allez fermer les vannes des calories ingérées chaque jour ? Parce que c'est finalement le nerf de la guerre. Alors évidemment, aucune obligation, aucun comportement doit être pointé du doigt. Il s'agit finalement des envies de chacun, des modes de vie choisis par tout un chacun. Alors personnellement, moi j'ai adoré cet entretien et j'ai super hâte de moins manger. Et non, je déconne. Allez, merci à vous pour votre fidélité. Soutenez-nous en notant, en commentant, en likant, en partageant ce podcast, car c'est votre engagement qui fait notre succès et nous permet de continuer chaque semaine à créer des nouveaux contenus. Allez, salut!